je fais le même boulot, je fais les mêmes horaires. Juste à la fin du mois, je gagne 2-3 fois plus et j'ai plus de liberté. Ouais, bah en fait, à ce moment-là, moi, c'était incroyable. Bah, tu gagnes plus que tes parents parce que tu auras le bouche à oreille. À minima, si t'es bon, t'as le bouche à oreille. Tu satisfais un client, il va parler de toi. Moi, tous les devs freelance que j'accompagne, ils font la moyenne, entre 10 et 12K par mois. Bonjour à tous, merci pour l'invitation, Bastien. Moi, c'est Nicolas Dio, j'ai 30 ans, je fais un accompagnement pour les développeurs freelance. Ça fait bientôt 2 ans que je fais ça, j'accompagne plus d'une centaine de développeurs freelance et je les aide tout simplement à décrocher plus de missions. Voilà, exactement, ouais. Je suis développeur depuis 2019, j'ai été développeur, je suis rapidement passé par la case freelancing, je suis resté 1 an en CDI et après j'ai fait 5-6 ans en freelance. J'ai juste adoré ça, la liberté que tu avais en fait, tu gagnais 2-3 fois plus d'argent qu'en CDI, tu avais beaucoup plus de missions full remote. Donc, il y avait plus d'argent, plus de liberté, tout ce que je voulais. Je peux m'expatrier, vivre un peu à l'étranger aussi, puis bosser avec des grands groupes, des startups à Paris, des belles boîtes. C'est vrai que quand tu passes du salariat au freelancing, souvent tu prends une claque puis tu vois que la vie a changé et que le rêve qu'on t'a vendu avant, c'est autre chose, quoi. Il n'existe pas vraiment. Ouais, complètement. En fait, tu prends une grosse claque niveau salaire parce que tu fais le même boulot, les mêmes heures. Tu peux même bosser pour le même client, sauf qu'en CD, tu gagnes 2000, en freelance, tu vas faire 5-6 000 net. Et ça, tu te dis, mais c'est incroyable. En plus, tu as du full remote beaucoup plus facilement. C'est beaucoup plus négociable quand tu es en freelance que quand tu es en CDI. Et d'un autre côté, bah, il n'y a pas tant de changements, en fait, parce que je fais le même boulot, je fais les mêmes horaires. Juste à la fin du mois, je gagne 2-3 fois plus et j'ai plus de liberté. Mm, exactement. Il y a plein de sujets auxquels j'aimerais bien aborder avec toi, parce que tu as quand même 25 000 abonnés sur LinkedIn, tu as une petite audience, tu es assez connu dans ton domaine, dans ton positionnement, et tu as une belle expérience de vie. Donc tu me disais que tu avais 30 ans juste avant, et que Yes. tu as quand même beaucoup d'expérience dans le freelancing et aujourd'hui dans l'accompagnement des freelances. Donc pour me présenter, parce qu'il y a peut-être des personnes qui viennent de l'audience de Nicolas et qui ne me connaissent pas du tout, je m'appelle Bastien, j'ai 23 ans, j'ai une agence de ghostwriting depuis 2-3 ans. Donc j'ai accompagné les plus gros entrepreneurs en France dans le développement de leur activité grâce à LinkedIn, que ce soit sur la création de contenu, le branding LinkedIn et aussi la prospection de l'acquisition. Et à côté de ça, enfin, je démarrais en freelance et ensuite je bascule en agence. Et à côté de ça, depuis 1 an, j'accompagne les freelances, particulièrement j'ai beaucoup de designers, à développer leur activité. Puis on utilise LinkedIn aussi comme vecteur d'acquisition pour développer leur visibilité, repositionner leur service, créer une offre. Et je les aide aussi sur la partie vente. Donc voilà ce que je fais aujourd'hui en full time, mon agence, plus l'accompagnement des freelances. Ce qui est assez impressionnant, je tiens à le souligner. Tu as 23 ans, tu gères 2 business en même temps. Moi, gérer un business, je trouve que c'est déjà beaucoup. Donc, chapeau pour ça. Moi, je trouve ça impressionnant. On en parlait en off et je te le dis là de vive voix. Chapeau pour gérer 2 activités comme ça en parallèle. Bien, merci. C'est fort. Mais j'ai toujours l'impression d'être en retard. Parce que même si je fais des bons chiffres, enfin, il y a des jeunes de mon âge qui font 20 fois plus d'argent que moi. Ouais, en fait, je vois ce que tu veux dire. Je pense que j'ai le même sentiment et tout. J'ai dit, putain, j'ai 30 ans, je fais que ça, entre guillemets. Et quand on parle de chiffres, que ce soit financier, le nombre de personnes que tu as accompagnées, le nombre de boîtes que tu as lancées, etc. Ouais. Et après, je pense qu'on est aussi biaisé avec les réseaux, parce que je pense que comme moi, dans ton feed d'actualité, t'as que des entrepreneurs ou des mecs qui font plus que toi. Et en fait, c'est biaisé parce que genre, en fait, tu regardes genre la moyenne, je sais plus quoi, j'ai vu un moment la moyenne des revenus en France, des salaires. En fait, déjà, la moitié de la France, elle gagne moins de 2 000 € par mois. Tu fais plus que ça entrepreneur. Non, mais c'est vrai, tu vois. Genre, Ouais, nous, c'est vrai. ça nous paraît peu parce que tu dis, bah, ok, en freelance, je facture 10K par mois, je lâche 30% charges sociales, URSSAF et impôts. Il me reste 7 000 net dans la poche. Bah, t'es déjà quasiment je crois que c'est dans le top 5% des meilleurs, top 1% des meilleurs salaires en France. Dès que tu touches à 7-8 000 net. Donc, faut se remettre, c'est bien de regarder un peu les moyennes, ça te remet les pieds sur terre et tu te dis, putain, c'est déjà pas mal ce que j'ai fait. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, moi, je sais que pour partager mon expérience personnelle, quand j'avais 19 ans, j'ai commencé à gagner plus que mes parents, mais mes deux Hmm. parents réunis, tu vois. Et moi, j'ai jamais été salarié, j'ai tout de suite monté ma boîte après mes études. J'ai fait mes premiers 10K par mois à 21 ans, quoi, il y a 2 ans. Quand tu fais vraiment 10K, tu remarques que tu peux pas, enfin, t'as pas la full liberté. Tu peux faire beaucoup de choses, je peux voyager quand je veux et tout. Mais voyager quand tu veux, bah, à la fin, c'est chiant. Enfin, moi, à la fin, je préfère bosser, quoi. Tu vois, j'ai que ça à faire. Euh, mais c'est pas, je sais pas, 10K par mois, t'es pas du tout le roi du monde, quoi. Je sais pas, toi, comment tu l'as vécu quand t'as fait tes premiers 10K, à quel âge, par exemple?
Les premiers 10K que j'ai facturés, alors on parle de chiffre d'affaires, hein, quand Bien j'étais en sûr. freelance, développeur freelance, j'avais, je sais pas, c'est quoi, peut-être 25 ans, 24, 25 ans, je fais mes premiers 10K par mois. Donc voilà, tu payes, ouais, grosso modo, t'enlèves 30% pour charges et taxes. Il devait me rester, ouais, 7 000 nets. Après, quand je lissais sur l'année, si tu restes en dessous du plafond qui est 77 000 € de chiffre d'affaires, lisser sur l'année, je sais que ça te fait 4 500 nets tous les mois, même si Mhm. tu prends 3 mois de vacances, tu vois. Donc, ouais, bah, en fait, à ce moment-là, moi, c'était incroyable. Bah, tu gagnes plus que tes parents. Moi, c'était une de mes meilleures périodes de ma vie, quand j'étais C'est vrai? freelance. Ouais, j'ai fait quelques années à Aix-en-Provence. Je bossais pour des startups à Paris. J'ai enchaîné pas mal de missions pendant 2 3 ans à Paris. J'étais quasiment tout le temps en full remote. Et bah, j'étais dans le sud de la France avec ma femme. On avait une petite maison, un petit appart qu'on louait. Gagnait super bien notre vie. Enfin, moi, je gagnais super bien ma vie. Je trouve que c'était déjà énorme, en fait. C'était déjà plus que bah, la plupart des gens de ta famille, la plupart de tes potes. Et bah ouais, je sais que moi, par exemple, quand ma mère elle venait l'été, bah, je l'invitais, je payais une journée au spa pour ma mère, ma femme et moi, tu vois. Et j'ai dit, putain, je suis capable de Cool. faire ça à 24, 25 ans, de Ouais. redonner, de faire profiter à ta famille, à tes potes. C'est incroyable. Tu vois, c'est hyper gratifiant de pouvoir faire ça. Ouais, c'est vrai. Et tu penses quoi du coup des personnes qui disent que je sais pas, le freelance c'est compliqué? Parce que bah, nous on a plutôt réussi quand on était freelance, Ouais. mais je sais que j'ai beaucoup d'appels aussi avec des freelances qui viennent me contacter pour que je les aide à développer leur activité. Il y a vraiment un autre côté du freelance où il y en a qui galèrent vraiment, où c'est très difficile apparemment. Je sais pas, je prends Ouais. un exemple, des freelances qui ont 20 ans, même 10 ans de métier et de freelance dans les pattes et qui Mm. stagnent à 2 000 € par mois, quoi. Mais moi, je trouve ça. Enfin, j'arrive pas à y Ça, croire. j'en connais pas. Qui stagne à 2 000 € après 10 ans d'XP, là, c'est grave. Enfin, il y a un truc qui va pas. Dans ce cas-là, autant être en CDI, honnêtement, parce que tu auras moins d'emmerdes, tu pas besoin de chercher tes clients, tu pas besoin de lâcher 30, 50% en charge. Donc, pour moi, si tu fais 2, 3 cas de chiffre d'affaires, prends un CDI, tu seras mieux. Tu auras la même chose en net et tu auras moins de stress, moins d'emmerdes. Et après, pour répondre à la question plus globale de le freelancing, est-ce que vraiment, genre, le marché il est plus compliqué et tout en ce moment? Je trouve que alors, c'est c'est des faits, le fait qu'il y ait moins de missions. Il y a moins de missions, il y a plus de freelance, ça c'est un fait. Dans l'IT en général, je parlais des devs, data, et cetera. Ça c'est un fait. Maintenant, il y a largement des missions. Bah, j'accompagne, 5 freelances tous les mois, il y a 100 de taux de réussite, depuis 2 ans, tout le monde décroche des missions. J'ai, un élève qui a décroché une mission un 20 décembre, 5 jours avant Noël. Il y a pas de meilleur moment. J'ai des élèves qui décrochent des missions tous les mois, ou même qui font de l'apport d'affaires. Moi, je fais de l'apport d'affaires, j'en ai reçu un là hier. Donc en fait, s'il y en a et il faut aussi faire la part des choses et de pas écouter les recruteurs qui vont dire: «Ah, vous savez, le marché, il est Ouais. tendu en ce moment». En fait, faut pas oublier, les recruteurs, c'est des commerciaux. Je veux dire, eux, ils veulent gratter leur marge. Donc, c'est un argument qu'ils mettent sur la table depuis toujours. Je veux dire, moi, quand j'ai commencé le freelancing en 2019, j'avais déjà des ESN et tout qui me disaient: «Ah, vous savez, le marché, il est compliqué en ce moment, vous voulez pas faire un effort sur votre TGM?» C'est un argument, c'est tout, c'est de la négociation. Donc, Ouais. quand tu prospectes, quand tu mets les choses en place, il y a des missions. Il y a aucun problème pour trouver des missions en freelance, surtout dans l'IT. Ouais. C'est Ouais. quoi, toi, ton avis là-dessus? Je suis curieux de Je savoir. suis, même pour les designers, parce que j'accompagne beaucoup de designers, et en vrai, c'est le même feedback. Et j'ai l'impression que même si on sort du côté IT plus design, Mmh. c'est une conclusion sur tout le marché freelance en général. Ça s'applique à beaucoup de domaines, j'ai l'impression. Ouais. Mais c'est vrai que même durant les périodes estivales ou de vacances, peu importe, il y a toujours des opportunités. J'avais accompagné l'année dernière une freelance designeuse. Les meilleurs mois qu'elle a fait, c'était en juillet et en août. Genre, elle a tapé ses premiers mois à 10K, quoi. 10K par mois, juillet, août. Énorme, c'est trop Pourtant, fort. ça semble inconcevable sur le papier, quoi, en théorie. Alors que factuellement, là où elle a signé le plus de clients, c'était en juillet et en août. Ouais. Parce que derrière, il fallait que les boîtes se préparent pour la fin d'année, la reprise, la rentrée en septembre, le Black Friday plus tard. Donc il y a beaucoup de taf. Il y en a, en fait, même s'il y a plein de boîtes qui partent en vacances, il y en a d'autres qui mettent les choses en place dans cette période pour être prêts et tout arracher dès la fin d'année, en fait. Ouais, Mais ouais, complètement. je te rejoins que le marché est compliqué, c'est un fait, mais il y a toujours plein d'opportunités. Maintenant, pour moi, c'est une bonne chose parce que ça va trier ceux qui sont mauvais de ceux qui sont vraiment très bons. Et si tu es vraiment Ouais. très bon en tant que freelance dans ton domaine, en vrai, des missions, tu en auras toujours. Enfin, si tu es en Mmh. dessous de 3 000 € par mois, c'est qu'il y a un problème au niveau de ton expertise.
Parce que même si t'es pas visible, que tu mets aucune action au niveau marketing, que tu crées pas de contenu, que tu prospectes pas, théoriquement, si tu es bon dans ton expertise, tu devrais faire 3 cas par mois minimum. C'est très facile en freelance de faire 3 cas par mois sans Ouais, mettre aucune action en place niveau business, quoi. parce que tu auras le bouche à oreille. À minima, si t'es bon, tu as le bouche à oreille. Tu satisfais un client, il va parler de toi. Donc, Ouais. ouais, complètement. Je suis d'accord avec toi, je te rejoins à 100%. Puis quand tu es freelance, faut quand même se débrouiller. Enfin, Factuellement, tu as une casquette d'entrepreneur, quoi. Tu es auto-entrepreneur, tu es indépendant. Enfin, il faut se débrouiller, il faut avoir ce critère de ah, j'aime me débrouiller, j'aime quand je suis voué à moi-même. Sinon, c'est que c'est pas fait pour toi et peut-être qu'un CDI bien payé, ce serait une meilleure alternative. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Nicolas. Ouais, complètement, mais à 100%. Encore une fois, je suis d'accord avec toi, c'est pas fait pour tout le monde. Et comme Mm. tu dis, bah, être freelance, c'est, excuse-moi l'expression, mais il faut se sortir les doigts du cul. Très clairement, parce que ça veut dire, euh, tu vas devoir aller chercher tes clients. Si t'as pas de clients, tu as 0 € de chiffre d'affaires à la fin du mois. Il va falloir que tu gères ta fiscalité, il va falloir que tu montes, bah, que tu laisses une boîte. Si tu es en France, auto-entreprise, SASU, EURL, etc., portage même. Donc, puis il faut aller chercher des clients, il faut que ça soit récurrent, il faut faire tout ça. Et en fait, ça se résume d'une manière très simple. Pour moi, être freelance, c'est comme être une entreprise, c'est comme un entrepreneur. Et tu dois agir comme une entreprise. Une entreprise, elle a une vitrine de son magasin, elle fait parler d'elle, elle va chercher les clients, elle fait de la pub, etc. Et tu vas jamais voir un magasin qui va dire ah, s'il vous plaît, vous cherchez des clients et tout. Non, il n'y a pas ça. C'est comme sur Non. LinkedIn, le badge open to work. Ah, je cherche une mission, s'il vous plaît. Non, non, ça marche pas. Tu casses la désirabilité, tu casses la rareté, tu casses tout. Tu dois vraiment prospecter, faire du marketing, être visible, agir comme une entreprise et aller toi-même chercher les potentiels prospects, les potentiels clients que tu peux aider, comprendre leurs problématiques, leur apporter une solution, etc. Ouais. Mm. Ouais, je suis assez d'accord, 100%. Et toi, qu'est-ce que tu penses, du coup, pour revenir sur le sujet de l'argent, des freelances qui disent que c'est compliqué de devenir riche ou de faire beaucoup d'argent? En freelance, tu peux être très bien, hein. En freelance, tu peux être très bien. C'est, bah, encore une fois, moi, tous les devs freelance que j'accompagne, ils font la moyenne, entre 10 et 12 k par mois. Donc, ils font des années à peu près à 100 000 € par an. Imaginons que tu fais un mix entre auto-entreprise plus portage salarial pour avoir le moins d'impôts possible. Tu vas jusqu'au plafond en auto-entreprise, tu fais les mois restants sur le portage. On reste dans le cas où tu es en France, tu n'es pas expatrié, tu n'as pas optimisé ta fiscalité, tout ça. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux pour payer le moins de charges possible. Tout ce qui est SASU, EURL, vous allez vous faire flinguer. Je le Mm. sais, j'ai eu la micro-entreprise, j'ai eu la SASU en France, j'ai eu les deux. Je sais combien on lâche d'impôts à la fin du mois. Micro-entreprise, c'est bien mieux. Et imaginons que voilà, tu vas lâcher 30%, tu fais 100 000 € de chiffre d'affaires, il te reste 70 000. Si tu dépenses 2 cas par mois, tu dépenses 24 000 et il t'en reste 45 000 à investir. 45 000 par an, tu fais ça sur 10 ans, tu as un demi-million que tu as investi, hein. Tu places ça sur de la bourse, sur des à 10%, ça peut Ouais, ça grimper va vite, hein. vite. Je veux dire, en 10 ans, tu as investi un demi-million, plus les intérêts. Donc, ouais, on peut devenir riche en étant freelance, complètement. Ça dépend ce qu'on appelle riche, mais pour moi, déjà, tu peux être très bien financièrement et être quasiment libre. Il faut juste être patient parce que bah, 10 k par mois, c'est une somme. Après, si tu veux vraiment être très riche, très libre, etc., là, ça s'appelle entrepreneur. Et là où tu peux aller chercher des gros chiffres parce qu'il n'y a pas de limite. Parce que tu vends plus Mm. ton temps. Il y a un truc aussi, c'est la différence des métiers. Parce que toi, tu t'y connais à fond dans les freelance IT, mais je sais Ouais, que dans le design, pour taper les mêmes chiffres, ben, faut se lever tôt, tu vois. C'est ouais, beaucoup plus compliqué, il fonctionne au forfait. Avoir un TGM au-dessus de 500 balles, ça reste challengeant, il faut de l'expérience pour le justifier derrière. Et puis, enfin, moi, je viens du marketing à la base. Plus pour taper, je sais pas, 10 k par mois avec un seul client, bah, c'est très compliqué, quoi. Sinon, il faut lui apporter énormément de résultats, quoi, pour qu'il soit hyper ouais. rentable dans ton service, dans ton expertise. Toi, c'est Ok. pas, ouais, c'est plus du forfait et avoir plusieurs clients en même temps à gérer. Ouais, c'est ça. Ça dépend des métiers, mais les métiers comme les devs, enfin, vous avez la chance d'un côté, où vous signez un client, vous êtes Ouais, tranquille pour toute l'année, quoi. Alors ouais. que pour des métiers différents, signer un client, ça te fait 15 jours maximum et tu peux Mm. pas pricer 10K. C'est très Ouais, compliqué. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, Ouais, mais, mais du coup, mais je sais que tu as déjà accompagné des clients qui ont fait 10 k par mois. Donc, même ouais, avec ouais. différents métiers, c'est possible. C'est juste qu'il faut faire peut-être plus de marketing, aller chercher plus de clients, peut-être même mettre en place du recurring, de la maintenance ou des choses pour avoir une sorte de MRR, un abonnement. Ouais. Mais pour moi, si tu investis, en fait, genre, tu fais genre la différence entre un salarié. Pour moi, un salarié, tu pourras jamais être riche. Ni riche, ni libre, d'ailleurs. Impossible.
T'es salarié, D'accord. c'est mort. C'est mort, et puis tu vas même être dans la merde parce que la retraite, c'est mon avis personnel, il y en aura pas, c'est un putain de Ponzi. Mm. Donc, des chiffres hyper intéressants, c'est que il y a, je crois, 30 ans, tu avais 4 salariés qui cotisaient pour un retraité. Donc, 4 salariés pour un retraité. Tu regardes les chiffres maintenant, c'est 1,6 pour 1. Donc, mathématiquement, il n'y a juste pas assez de cash qui rentre, tout simplement. Ouais, Donc, ça va pas tenir. ouais, ça pue. Donc, mais par contre, une façon d'être riche et libre sur du long terme, en étant patient en investissant, c'est pour moi être freelance. C'est là où tu vas aller chercher des 8-10K, on va dire. Disons, si t'es pas dans l'IT, peut-être un peu moins. Mais même déjà, si tu fais des mois à 7-8K, à 8K par mois de chiffre d'affaires, c'est déjà joli, hein. Tu termines avec 5 000 net dans la poche. Mm. Tu es déjà dans le top 10% des meilleurs salaires en France. Tu investis la moitié en bourse. Sur 10 ans, c'est beau. T'achètes ta Ouais, maison, t'as pas mal de choses intéressantes. ouais, c'est ça. Donc, si vous n'êtes pas dans le dev, mais vous êtes dans d'autres métiers freelance, c'est important de développer vos compétences. Parce que pour faire autant Ouais, que Nicolas dans votre domaine, probablement, c'est une hypothèse, il vous faut quand même plus de compétences en marketing, en vente, en acquisition. Tu vois, sur les freelances que j'ai accompagnés, qui ont fait les premiers 10K, bah souvent ils ont 3 4 clients à gérer. Il faut de la prospection tous les jours, voire toutes les semaines à côté pour entretenir le flux de clients. ouais, Il faut qu'ils s'améliorent en vente parce qu'ils peuvent pas signer tous les calls qu'ils vont avoir. Il y a toujours une marge de call en fait que tu peux pas signer de toute façon. Donc ça reste, pour moi, il y a un niveau de compétence qui est plus élevé quand t'as pas un énorme TJM avec un seul client, mais que tu dois en avoir plusieurs pour faire des gros chiffres. ouais, Mais ouais, je ça suis veut pas d'accord. dire d'un côté que c'est impossible de faire 10K stable, voire plus, dans d'autres métiers freelance. Si tu as une Mm. très bonne expertise, enfin, je sais que même dans le design, tu vois, les très bonnes expertises, j'ai un freelance que j'accompagne, il a un TJM à 800 balles. Pourtant, c'est un designer. Fort. C'est fort, hein. Il est dans quel secteur? Rebranding, branding. Après, maintenant, il est Ok, en agence. Il a créé son agence. stylé. Et avant de monter son agence, il était sur un TJM à 800 balles par mois. Il faisait 10-12K en étant seul. Ouais, C'est possible. C'est vraiment possible. bien sûr. Bah, t'es pas designer, je pensais à Aristide Benoît, qui est un développeur créatif. C'est un Mhm. mixte entre dev et designer. Hyper connu, qui lui, je sais qu'il a explosé à l'époque. Il était passé sur la chaîne de Benjamin Code. Et, euh, et ouais, c'est un mec très très connu dans le design. Et je sais qu'il a gagné des awards. Et juste ça, ça lui a donné de la social proof. Et après, derrière, il a eu des TJ à 1000-1500 jours. Et avec des boîtes, ouais, à Los Angeles, San Francisco et tout. Ah, c'est ouf. Ouais. Et donc, d'après toi, pour un freelance, comment il peut augmenter son TJM ou même son forfait? Comment il peut augmenter Euh, ses prix? C'est quoi ta réponse là-dessus, ton avis? ah bah, ça, j'ai un avis très tranché là-dessus. Euh, pour moi, il y a l'expérience complète technique, peu importe ton domaine, que ce soit designer, développeur, dans l'IT, Mm. peu importe. Il y a l'XP qui va faire que, au bout d'un moment, plus tu as d'XP, plus ton TGM va monter. C'est corrélé. Mais pour moi, au-delà de 5 ans d'XP, tu dois pas te dire, il faut que je me forme, il faut que je fasse une nouvelle certification, une nouvelle licence, etc., pour montrer que je suis meilleur et me vendre plus cher. Non, après, c'est plus ça. Pour moi, au-delà de 5 ans, je cherche plus à faire. Tu vois, j'ai coaché un dev la semaine dernière euh, euh, qui m'a dit, ouais, il a 7 ans d'XP, il est à 550, 600 TJM. Il m'a dit, ah, j'aimerais monter, peut-être qu'il faut que je fasse une nouvelle certification et tout, pour apprendre de Google Cloud Platform et tout, pour gérer GCP, machin, sur du DevOps. J'ai dit, non, pourquoi tu veux faire ça? Il me dit, j'ai dit non, il me dit, apprends à négocier, apprends à te vendre, apprends à faire du marketing, à prospecter. Genre, ton TGM, tu vas faire ça. Voire même générer une seconde source de revenus, tu vois, avec de l'apport d'affaires. Donc pour moi, il te faut un minimum d'expérience technique propre à ton métier. Donc que tu as entre 3 et 5 ans d'XP. Pour moi, si tu as moins de 3 ans d'XP, reste en CDI, bombarde le CDI juste pour choper un max d'XP. Et dès que tu as 3 ans d'XP, pars en freelance. En tout cas, pour les devs, c'est ce que je conseille. Euh, 3 à 5, continue à monter en XP, mais en freelance si tu veux, comme ça tu fais déjà tes 8-10K par mois, même 10K Ouais. par mois sans problème. Et au-delà de 5 ans, c'est plus la technique qui va jouer, c'est ton marketing. Euh, un mec qui est présent, qui a 5 ans d'XP, qui est présent, qui est sur le marketing, sur les réseaux, qui fait de la prospection et tout, VS un mec qui a 20 ans d'XP, qui est ultra bon, mais qui est pas sur LinkedIn, qui est pas sur les réseaux, qui prospecte pas, bah, c'est le premier qui va choper toutes les missions, hein. Et pourtant, Mm. il a 3 ans d'XP moins que l'autre. Mais donc vraiment, c'est se former à la partie marketing, prospection. Parce que quand tu es freelance, faut pas oublier qu'on a une double casquette. Freelance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es expert sur ton métier, mais ça veut aussi dire que
bah, c'est toi-même l'entreprise. Tu es peut-être une seule personne d'entreprise, mais tu dois te vendre, tu dois faire du marketing, tu dois prospecter, tu dois aller chercher tes clients. Donc c'est cette compétence-là, c'est toutes ces compétences-là que tu dois aller bosser pour moi derrière. C'est vraiment ça le plus important. Si tu es freelance et que tu regardes cette vidéo, écoute ça. Tu as peut-être envie d'ajouter 1 à 2 clients récurrents en plus par mois à ton activité. Si jamais la prospection ça marche pas pour toi, que le bouche-oreille ça suffit pas non plus, que tu sais pas par quoi commencer, sache qu'il existe une solution. Une solution qui a permis à Alice de passer de 3 000 à 10 000 euros par mois sans avoir à créer de contenu tous les jours, sans faire de la publicité. Et tu sais quoi, c'est exactement pour des freelances comme toi que j'ai créé l'université des freelances. Et depuis que je suis l'accompagnement de Bastien, j'ai réussi à avoir 3 voire 4 appels de vente en l'espace de 2 semaines. Là, toutes les semaines, j'ai des DM de personnes qui me contactent pour savoir ce que je propose. Et j'ai réussi à passer en octobre, du coup, un palier assez important avec 15 000 euros de chiffre d'affaires et une très très bonne marge. Aujourd'hui, je me retrouve avec 2 offres maintenant qui sont assez solides, où j'ai pu d'ailleurs en vendre une à 3 900 euros par mois. Il sait exactement de quoi il parle et pour le coup, il maîtrise très très bien son sujet. Et là, au mois de juin, normalement, allez, je dirais ça devrait être entre 7 et 10, on va dire comme ça. Voilà. 7 et 10 000 encaissés. C'est ça, entre 7 et 10 000 encaissés en CA. J'ouvre que quelques places chaque mois, donc si tu veux développer ton activité dès le mois prochain, clique sur le premier lien dans la description, réserve un appel et on regarde ensemble comment mettre en place un plan d'action à suivre pour signer tes prochains clients rapidement. Moi, je te donnerai à peu près le même conseil. Je vois un freelance qui veut doubler son TGM, par exemple passer de 300 euros par jour à 600 euros par jour. Ouais. Premier point, c'est l'expérience et le niveau d'expertise. Parce que si tu aspires à gagner plus, bah, faut que tu délivres derrière et que la qualité soit à la hauteur. 100%. Deuxième point, c'est du packaging. Parce qu'en vérité, je dirais même le plus important, c'est de vendre à des riches. La plupart de pourquoi ton TGM il est bas, c'est parce que les entreprises, ils n'ont pas les moyens de te payer plus. Donc c'est que tu prospectes ou que tu cibles des entreprises qui ont pas assez de budget, que tu es mal positionné. Et donc par conséquent, il faudrait que tu vendes à des entreprises plus riches avec plus de moyens, plus de budget. Et là, tu n'aurais aucun souci à augmenter ton budget, monter ton TGM. Et souvent, ça passe par le fait de passer en direct avec le client, ne plus être le sous-traitant d'une agence. Ça peut être une alternative. Mais ouais, vendre à des riches, ça aide beaucoup. Et ensuite, dès que tu as le riche, imaginons en face de toi en appel, bah, c'est que de la vente. Comme tu le disais, c'est la manière dont tu packages ton service, comment tu l'introduis, comment toi tu positionnes tes services, comment toi tu te vends personnellement, comment tu rends ton expertise désirable, comment tu communiques ta valeur en appel, les mots que tu utilises, les questions que tu poses, les ancrages, tout ça. C'est ce qui fait qu'à la fin, quand tu annonces ton prix et ton offre, et je parle bien d'offre, parce qu'il ne faut pas envoyer des devis par mail, arrêtez de faire ça. Ouais. Ok, n'envoyez plus jamais de devis par mail. Quand vous pitchez votre offre et que vous le faites de la bonne manière, vous transmettez sa valeur efficacement. Et derrière, en fait, même 600 euros, ça ne semble pas si cher pour le résultat que vous pouvez obtenir pour son client. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, il y a pas de prix cher. Genre, c'est que de la valeur. Tu parles de valeur, c'est exactement ça le terme. C'est un client pour qui tu vas dire, bah tiens, je vais faire 3 jours, je vais faire un audit chez vous. J'ai déjà un dev qui a fait ça, qui a facturé 1 000 euros jour pour 3 jours de consulting. Ok, le client, il a payé 3 000 euros pour 3 jours. Ouais, mais derrière, il lui a débloqué peut-être 3 mois, il va lui faire gagner 30 000 euros. Il a fait x10 son bénéfice, tu vois. Donc, il n'y a jamais de prix trop cher. Et comme tu dis, il faut aller chercher les clients riches, clairement. Donc ça, c'est dans le cas où tu as des TJM trop bas. Bah, peut-être que tu bosses qu'avec des TPE, PME. Et dans ce cas-là, aller chercher des grands groupes, des scale-up, des startups qui ont fait des levées de fonds. Complètement. Ouais. Et après, moi je dirais même après, si tu veux aller au-delà, après, il y a au bout d'un moment, tu es capé. Par exemple, je sais que dans le milieu des devs, le plafond moyen, il est à peu près à 650 par jour de TJM. Ok. Tu peux aller au-delà. J'ai des devs qui facturent 700. Le plus gros dev que j'ai, les 2 plus gros, ils facturent 1000 et 850. Les 2 plus gros devs que j'ai. Et ils ont 10 ans d'XP chacun. Plus des mecs qui ont 20 ans d'XP. Ils ont 10 ans d'XP, ils sont à la trentaine. Et ils facturent 850 et 1000 euros respectivement. Et après, au bout d'un moment, en fait, c'est solide, mais tu peux pas aller plus, tu vois. Tu peux pas faire plus. Donc c'est bien, il prend 17 000, 20 000 par mois de chiffre d'affaires. Mais après, pour aller, tu t'échanges toujours ton temps contre de l'argent. Tu as bien optimisé ton taux horaire, tu es allé au fond, au maximum. Et maintenant, la suite, pour moi, c'est générer une seconde source de revenus. Donc là, ça peut être, par exemple, faire de l'apport d'affaires. Et ça, c'est un moyen que
tout type de freelance pour le coup peut faire, peu importe qu'il soit dans l'IT, designer ou même autre, dans un autre domaine. Euh, Quand toi, tu as appris à prospecter, à avoir des opportunités de mission que tu prends pour toi, bah, le surplus, tu le mets en apport d'affaires. Et là, tu prends une commission et tu fais une seconde source de revenus en plus qui ne dépend pas de ton temps. Ouais. Ça, ce serait le moyen. Et là, pour le coup, il n'y a pas de limite, hein. Moi, je sais que pour donner un exemple, j'ai 5 apports d'affaires actuellement. On est au mois de juin, là où on tourne la vidéo. J'ai 5 apports d'affaires tous les mois, donc je gagne à peu près 5 000 € par mois en passif. Je vais essayer de monter à 10. J'ai des potes qui en ont 10. J'ai Chris Choly qui en a des dizaines tous les mois. Donc, il n'y a pas de limite à ça. Ouais. Mais c'est vrai que ça explique une chose, c'est que si vous voulez faire un peu d'argent, le freelance, ça peut vous convenir. Mais si vous voulez faire beaucoup d'argent, le freelance peut être une première étape et après, il faut basculer dans un autre modèle. C'est un Je sais tremplin. que c'est ça, ouais. Avant que je monte mon agence, j'étais à 8K par mois, quoi. Et j'étais full, je travaillais les week-ends. Si déjà vous êtes freelance et que vous faites pas 8 à 10K par mois, et je parle vraiment de tout métier confondu, sinon ça veut dire que vous n'arrivez pas à vendre cher. Et si vous n'arrivez pas à vendre cher, vous ne pourrez jamais déléguer derrière. Donc, c'est que vous n'avez pas encore fini le game du freelance pour basculer au modèle d'après. Globalement, c'est ça la conclusion. Donc, Je suis d'accord. il faut d'abord taper des bons chiffres. Et je remarque même, en fait, peu importe les métiers, le palier freelance, il se situe souvent autour de 8-12K. Soit Ouais. pour les freelances dans le marketing, je sais pas, la finance, la pub. Il y avait aussi du coup les freelances IT, les freelances dans le design. Si t'es pas entre 8 et 10K, 8-12K, c'est que t'as pas encore atteint la limite. Et Tu peux aller chercher plus. Ouais, c'est ça. Tu peux aller chercher plus. Donc ça passe par augmenter tes prix, avoir des clients de meilleure qualité peut-être, savoir vendre plus cher, globalement, ce qu'on disait tout à l'heure. Et ensuite, il y a des personnes, des fois que j'ai eu par message, qui m'ont dit Bastien, je fais 8K par mois, qu'est-ce que tu veux m'apprendre à prospecter? J'ai plus de place. Bah ouais, mais c'est normal, parce que pour passer de 10 à 20K, il faut un autre modèle. Tu peux pas vendre ton temps. Il faut que ton temps soit décorrélé de tes Il va revenus. falloir soit augmenter les prix, soit déléguer. T'as plein de façons de faire, mais ouais. Si là Ouais. c'est un problème de temps, il faut comprendre quel est ce qu'on appelle le bottleneck, le point de blocage tout simplement. Et lui, c'est plus là, c'est un problème de temps. Et dans ce cas-là, soit vendre plus cher, soit déléguer. Ouais, c'est ça. Et le challenge, c'est de gagner 10K par mois en travaillant 5 fois moins. Et quand il y Ouais. arrive, je peux vous dire que c'est quand même très agréable. C'est là où en fait vous avez la vraie liberté d'être indépendant. Le taux, ouais, et calculer son taux horaire. Maintenant, je fais ça. Je sais pas si. Moi, c'est un truc que je fais depuis que je suis entrepreneur. Parce qu'en freelance, je faisais les 10K par mois, etc. Et je bossais un peu plus qu'en CDI, mais grosso modo, la même chose. Et en entrepreneuriat, déjà, au début, ça aussi, c'est les montagnes russes, le chiffre d'affaires, le stress aussi. Et maintenant que c'est stable et tout, je sais que je calcule mon taux horaire, tu vois. Pour calculer, ok, je gagne tant, mais surtout en combien d'heures. Je passe combien d'heures par semaine, tu vois. Et j'essaie de réduire le nombre d'heures et augmenter le chiffre d'affaires. Cool. C'est le but. Donc c'est une Ouais. KPI qui te drive, quoi. Ouais, parce que j'ai beaucoup bossé, j'étais un gros bourrin de boulot. Je pense comme beaucoup de personnes qui sont devenues entrepreneurs, il faut être complètement accro au travail. J'ai fait des jolies semaines à 60-70 heures par semaine pendant des années. C'est plus ce que je veux maintenant. Je pense aussi c'est l'âge. J'ai 30 ans, je suis marié, pas encore d'enfant, mais tu vois, tu commences à avoir des envies aussi, tu as envie de prendre plus de temps pour certaines choses. Et donc, t'as pas envie de passer 70 heures par semaine sur le PC. Et donc, ouais, maintenant, le taux horaire, combien je gagne et surtout combien de temps je prends. Et je rajoutais une troisième métrique, c'est le taux d'emmerde. Le taux d'emmerde que t'as. Moi, j'avais une agence marketing avant qui s'appelait Feedin, sur laquelle j'ai bossé pendant 1 an. J'ai eu des freelances avec qui je bossais. J'ai eu un associé pendant la fin de l'aventure de Feedin. Et je sais que j'avais énormément d'emmerdes en termes de gestion d'équipe, gestion client, énormément de stress. 7 jours sur 7, pas de vacances. J'ai fait 1 an sans vacances et sans week-end. Et tu vois ça, alors même si je gagnais, mais pas non plus en plus incroyable, et le nombre d'heures et le taux d'emmerde étaient pesants. C'est là où je te dis, freelance, c'est pas mal, parce que quand tu es Pour moi, le modèle freelance, il est bien, parce que tu peux aller chercher 10K par mois. Donc tu as déjà un bon pricing, bon taux horaire, sans bosser nécessairement beaucoup plus qu'un CDI. Tu vas peut-être faire 40 heures par semaine, tu vois. Mais 40 heures par semaine pour 10K par mois, c'est propre, hein. Il te reste 7000 net à la fin du mois, c'est cool. Ouais. Surtout que tu peux voyager. Genre, tu prends ton PC, tu voyages, c'est un luxe de ouf. Moi, les 4 dernières années, là, je vis en Thaïlande. Donc, là, je suis sur l'île de Koh Phangan, là où je vis avec ma femme. Ça fait 1 an et demi que je suis ici en Thaïlande. Et avant, par exemple,
J'ai fait des missions, j'étais à Malaga, dans le sud de l'Espagne, j'ai vécu à Bali. Ouais, tu peux voyager à l'île Maurice aussi. Mais moi, j'ai commencé de freelance quand j'avais 19 ans. Donc, je quittais mon BTS et après, j'ai tout de suite monté ma boîte. T'es trop chaud. Mais c'est vrai qu'à 19 ans, enfin, je me rappelle à l'époque, quand je faisais mes premiers 4-5 000, j'étais freelance, quoi. J'étais libre. C'était Ouais. mon rêve quand j'étais étudiant. D'être libre, juste de travailler avec mon putain de PC et de voyager, faire ce que j'avais envie. En fait, c'est pas vraiment le voyage qui m'a drivé, mais c'était en mode je fais mes trucs, quoi. Il y a personne qui me court après, je suis autonome, je suis indépendant et je pouvais travailler beaucoup. J'ai pas de limite. Je sais que plus tard, je pouvais faire beaucoup d'argent si je le souhaiterais. J'avais pas de restrictions sur tout ça, quoi. Mais j'ai fait des beaux voyages grâce à ça et profitez de votre indépendance, quoi. Faites de l'argent, mettez de côté et profitez parce qu'il y a beaucoup de freelances qui prennent ce métier comme du salariat déguisé et qui restent chez eux toute la journée sans profiter de cette liberté. Et c'est Ouais. très dommage parce que ça rapporte moins de goût à votre vie, vous profitez moins de votre métier freelance. Et je sais que moi, les périodes où j'ai voyagé en travaillant, c'est là où j'étais le plus motivé, où j'ai le plus travaillé, où j'étais le plus discipliné, où j'ai mis le plus d'actions en place pour développer mon activité et stabiliser. Donc j'ai eu beaucoup de croissance grâce à ça, ouais. C'est une motivation supplémentaire. Et même pour le lifestyle, le kiff, tu vois. Genre moi, par exemple, quand j'ai terminé une mission pour une start-up à Paris et j'ai fait les derniers mois, moi j'ai vécu à Bali. Je me suis expatrié à Bali pendant quelques mois, j'ai vécu 3 mois là-bas. Et donc avec le décalage horaire, il y avait 6-7 heures de décalage horaire. Donc moi je bossais de 14h à 23h de chez moi à Bali et pour être sur les horaires françaises. Et du coup, donc avant 14h, je bossais pas. Une journée sur laquelle elle m'a marqué, celle-là. J'étais à Amed, dans le nord de Bali, qui est un petit village de pêcheurs et tout, loin de Canggu, des grandes villes et tout, touristiques. Et le matin, on s'était levé avec ma femme, on avait booké une plongée. On a vu des tortues, on a vu des requins. Donc ça, c'était à 7h du mat, tu fais ta plongée. Tu es sur le bateau, tu pars le matin dans l'océan, tu vois des spots, dans les récifs, tu vois les requins. C'est incroyable. Donc, tu es avec une bouteille d'oxygène à moins 20 mètres sous l'eau et tout. Et donc, on a fait ça. On a fait une deuxième plongée. Le midi, on a fait un putain de resto dans les montagnes et tout à Amed. Et à 14h, je prenais le boulot. Je faisais mes calls le daily parce que du coup, en France, ils se levaient à Paris. Et il me disait, ah, ça va, Nico et tout. Ok, bah tiens, je vais faire ça aujourd'hui. Et en off, je parlais avec mes collègues. Ils m'ont dit, ouais, ça va ta journée et tout. Je dis, ouais. T'as pris ton café? Je dis, ouais, bah, puis j'ai vu des requins aussi. Tiens, je t'envoie les photos. Et tu vois, cette journée-là, elle m'a marqué. C'est incroyable de pouvoir faire ça. Alors ouais, je bossais tard, je terminais à 22-23h. Mais j'avais toutes mes matinées pour faire des trucs incroyables comme ça, tu vois. Et ça, c'est dingue. Ça, c'est des souvenirs, tu vois, cette journée-là, elle m'a marqué. C'est ma meilleure journée à Bali, je crois. Ah, c'est cool. Et c'est quoi, du coup, ton sujet, enfin, ton avis sur l'expatriation? Les freelances qui restent en France toute leur vie, t'en as d'autres qui voyagent, d'autres qui s'expatrient. Moi, j'ai aussi fait le choix de m'expatrier, je sais pas, j'avais 21 ans. J'ai pris mon sac à dos, je me suis cassé, quoi, concrètement. T'as bien fait. Moi, à mon avis, c'est incroyable l'expatriation. Je le recommande à tout le monde. C'est une de mes meilleures décisions sur ces dernières années. Ça faisait 4-5 ans que, avec ma femme, on voulait s'expatrier. On a testé plein de pays différents. On a testé 4-5. Finalement, on a posé nos valises en Thaïlande. On adore, sur les îles. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Je pense que c'est quand tu es en freelance. En fait, quand tu es freelance, souvent, tu as plus facilement des missions full remote. Donc, tu peux voyager n'importe où dans le monde. J'ai un pote, Dimitri. Il est freelance. Il a sa maison qu'il loue. Il a son pied-à-terre à Bali. Il y vit 6 mois de l'année. Les 6 mois restants, il prend un sac à dos, il voyage. Il va en Amérique du Sud, il va en Asie, il va en Europe, il va partout. Et déjà, en freelancing, tu as cette liberté de voyage que tu n'as pas dans le salariat, qui est incroyable. Et après, quand tu es entrepreneur, je pense que si tu veux entreprendre en France, tu peux, mais c'est comme courir un marathon avec un sac de 20 kilos sur le dos, tu vois. C'est pas impossible, mais c'est juste beaucoup plus compliqué. C'est une belle métaphore, hein. C'est assez accurate. Tu te prends tellement en fait, tout en termes d'impôts, en termes d'impôts, de taxes. On est le pays où on se fait le plus taxer au monde. Ça, il faut le savoir. Et même en termes de mindset. Réussir, vouloir faire de l'argent, c'est mal vu en France. La sécurité, enfin bref, il n'y a pas grand-chose qui va, quoi. Je trouve que c'est un super pays pour les vacances. Mais pour y vivre, moi, je sais que je m'y voyais plus y vivre. Et je voudrais pas y vivre. Donc, t'es parti parce que tu te voyais pas là-bas, quoi, concrètement. Ouais. Tout. Le mindset, on n'a pas la même mentalité. Ouais, il y a tout qui allait pas. Et puis, c'est mon opinion personnelle, encore une fois.
Mais pour moi, genre, c'est un bateau qui coule, tu vois. La sécurité, c'est catastrophique. On est le pays avec le plus d'insécurité en Europe. C'est le classement depuis 2 ans, on est en 2026, hein. Depuis 2025, c'est le cas. On est le pays avec le plus d'insécurité en Europe. On a une dette publique qui a 3300 milliards, je ne sais combien, qui est irremboursable. Dans quelques années, ça va être le premier poste de dépense devant la santé, devant l'éducation, devant tout. Donc c'est un bordel, c'est pas possible. Ouais. Mais la France, économiquement, est vraiment dans la merde et les gens n'ont pas conscience de ça. Ouais, Moi, je ouais, me suis barré complètement. dans un pays où le PIB il est en croissance, tu vois. C'était un vrai choix conscient. Ouais, ouais, complètement. Et même, je sais pas toi, mais genre la sécurité, tu vois. En Thaïlande, genre là, genre mon scooter, je laisse toujours les clés sur le scoot, tu vois. Je reviens, il est là le scoot. Tu fais ça à Ouais. Paris, dans 5 minutes, ton scoot, Mais je sais que moi, tu vois, quand j'avais 18-19 ans, je commençais un peu à tâter le business en ligne, voir ce qui est possible, comment être libre. Et j'étais un peu un pro-France, en mode, moi, m'expatrier, mais jamais, qu'est-ce que je vais faire? Ah, je te jure, hein, j'étais vraiment Ok. comme ça. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Bah, je pense que c'est voyager en vrai. Parce que tu remarques que l'herbe, elle est vraiment plus verte ailleurs et tu prends vraiment des claques. Ouais, je suis d'accord. Un voyage qui m'a marqué, c'est quand j'ai été en Bulgarie et j'ai rencontré. Je connaissais une personne de base. Je suis resté 45 jours là-bas. En 45 jours, j'ai rencontré 50 entrepreneurs français expatriés. Et j'ai eu le déclic de bah putain, en fait, ils sont comme moi. Genre, on a les mêmes centres d'intérêt, on est drivé par les mêmes choses, on a les mêmes motivations. Je me suis fait plein de potes et je suis en mode bah c'est là que je dois être en fait. Qu'est-ce que je fous dans ma campagne tout seul, perdu? Pareil. C'est vrai qu'il y a énormément d'expats français, c'est ouf le nombre. Mais moi, tu vois, les devs freelance que je forme, j'en ai quasiment maintenant. J'ai 5 places par mois, je suis complet tous les mois. J'en ai au moins 5 maintenant, j'en ai au moins un, pardon, chaque mois, qui soit est déjà expatrié, soit veut s'expatrier. Ouais. Genre, c'est fou, tu te rends compte. Genre, j'ai accompagné 100 personnes, il y en a 20% qui soit sont déjà expatriés, soit réfléchissent à s'expatrier. Donc, genre, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une fuite de la France. Donc, Ah ouais, c'est c'est triste, hein. c'est- Parce que c'est des ouais, c'est talents, des triste. entrepreneurs, des bâtisseurs de valeur qui partent, quoi. Ouais, et puis on a un pays qui est magnifique. On a une culture qui est incroyable. On a un patrimoine de dingue. On a des paysages qui sont sublimes. C'est triste. Moi, ça me fait mal au cœur, genre, de voir comment le pays devient. Genre, Ouais. ouais, je trouve ça triste. Et du coup, j'ai rencontré une centaine d'expatriés Ouais. et j'ai eu très peu de feedback négatif de personnes qui regrettaient. Je dirais, les seuls mauvais feedbacks liés à l'expatriation, soit c'était sur le mauvais choix du pays, parce que la culture, la vibe leur correspondait pas, mais en fait ils sont partis ailleurs. Soit ils se sont laissés aller, ils ont arrêté de build et ils font plus de cash, donc ils reviennent en France par dépit parce qu'ils font plus d'argent. Ouais. Soit ils n'ont pas pris le temps de bâtir un cercle social, du coup ils sont restés tout seuls dans leur nouveau pays, ne pas sortir, ils n'ont pas d'amis ou autre. Ça, c'est important d'en parler. Je pense pour ceux qui sont expatriés. Moi, je sais que la première année, c'était compliqué et tout parce que justement, on n'avait pas beaucoup de boulot et donc peut-être pas assez de temps pour créer des relations et tout. Et puis, ça prend du temps en fait de rencontrer de nouvelles personnes, de se faire des amis. Même si tu rencontres plein de gens en un mois, avoir des connaissances et avoir des amis, c'est pas pareil. Et là, il faut passer du temps, il faut vite des expériences. Ça prend des mois, voire des années. Donc, il faut aussi être patient, il faut se refaire un cercle social. Et ça joue de ouf. Ouais, c'est pas évident, mais quand tu réussis l'expatriation, en vrai, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. C'est juste choisir le bon pays, d'abord visiter, passer du temps dans le pays avant de voir Faut si tu tester restes là-bas à long terme. Faut ce tester. qui te correspond, ouais. Ouais. Et je pense, tu sais, tu as dit, il y a personne qui regrette dans tous les entrepreneurs que tu as vus qui sont expatriés. Très peu, Moi, je ouais. pense que ce que tu regrettes, c'est si tu penses à l'expatriation, ce que tu vas regretter, c'est pas l'avoir essayé. Parce qu'au pire, t'essayes et ça te plaît pas, bah tu rentres en France, y a pas de souci. Je pense que le regret, c'est de pas faire. On regrette plus ce qu'on va pas faire que ce qu'on a fait. Ouais, je suis d'accord. C'est comme le fait de pas te lancer en freelance, quoi. Tu restes en Ouais. CDI parce que c'est le confort. Complètement. Et je pense que même ça fait peur, tu vois, il y a des blocages. Moi, j'ai accompagné, par exemple, un des premiers devs que j'ai accompagné, qui s'appelle Hakim. C'était il y a 1 an et demi, bientôt 2 ans. Ça faisait 15 ans qu'il était salarié. Et il avait peur, tu vois, il a toujours rêvé de se lancer en freelance. Ça fait 15 ans, il est matrixé à avoir du salariat et tout. Et son message d'intro, tu vois, sur l'onboarding, j'avais un canal Slack et tout avec tout le monde à l'époque. Maintenant, j'ai changé de format.
Et elle dit voilà, 15 ans que je suis dans le salariat, je me lance dans le freelancing, je fais un saut dans le vide et mon parachute, c'est Nicolas Dio, quoi. Et Incroyable. finalement, d'ailleurs, il a chopé une mission, il a chopé une super mission dans le secteur bancaire, dans une très grosse boîte, mission de 3 ans, très bien payée. Donc, il a très bien réussi. Mais ouais, je pense qu'il y a aussi de la peur psychologique de se lancer, que ce soit l'expatriation, le freelancing. Non, mais ouais, c'est sûr. Les gens regrettent surtout de ne pas essayer, j'imagine, à la fin. Ouais, je pense que tu regretteras toujours ce que t'as pas osé faire que ce que t'as fait. Tu vois, tu peux pas regretter quelque chose que t'as fait, même si tu le rates, tu vois. Moi, j'ai lancé mon agence de marketing l'année dernière. J'y ai passé 1 an et tout. Ça n'a pas marché, je l'ai fermé. Je regrette pas de l'avoir fait. C'est énorme ce que t'apprends. J'aurais regretté de pas l'avoir fait. Pareil pour l'expatriation, tu vois. Pour tout, faut essayer. Pour moi, là, ce que tu regrettes, c'est de pas d'essayer. Tu vois, je vais essayer de courir un trail, un marathon à la fin de l'année. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Je recommencerai l'année prochaine. Par contre, je m'en voudrais de pas m'être inscrit et de pas d'essayer. Est-ce que t'as d'autres sujets à aborder, des questions sur ces thèmes-là? Moi, j'aurais une dernière question pour toi. C'est sur ta vie en Bulgarie. Tu m'as dit en off que ça fait 3 ans que tu vis là-bas. C'est quoi un peu ta routine? C'est quoi une journée type et tout en Bulgarie? T'es à Sofia, c'est ça, ou dans le coin? Ouais, Je serais très curieux parce que exactement. j'y suis allé 2 jours, un week-end pour les vacances en Bulgarie. Et sinon, je connais pas du tout. Donc, très curieux de savoir ta routine. La routine, c'est-à-dire les endroits que je fréquente ou ma routine en tant qu'entrepreneur? Ouais, c'est ça, ouais, ta journée type, ou ouais, qu'est-ce que tu fais la semaine, le week-end, exactement. Ouais. Ok. Bah là, je suis Comparé rentré à la du... France, par exemple. Bien sûr, Comparé à je suis ta vie en rentré France. du Maroc, donc là, je suis un peu décalé. Je me suis levé un peu tard ce matin, quoi. Ouais. Mais sinon, en général, je me lève à 8 heures. J'aime bien méditer le matin. Je me focus sur ma diète, parce que j'ai aussi des objectifs sportifs à côté. Donc, je prends un bon Trop petit bien. déj assez solide. Ensuite, le matin, souvent, je bosse. Je fais du contenu. Je peux faire aussi de la préparation, tracking de mes KPI, relancer mes clients. Je prends très peu d'appels le matin, j'évite. Je fais tout ce qui est créatif, exécution qui est important. Et je mange vers midi. L'après-midi, souvent je prends des calls si j'en ai. Je peux faire aussi des vidéos YouTube, peu importe, du contenu pour mes élèves. Je prends aussi des calls, je vais au sport. Et puis j'arrête de bosser. Ouais, j'ai pas d'heure, hein. C'est vraiment. Moi, je bosse souvent au feeling, quoi. Ok. Je suis assez discipliné, je bosse beaucoup en général. Mais je m'arrête de bosser quand j'ai envie d'arrêter. Ou quand j'ai des trucs perso à faire. Tu vois, par exemple, sortir, Ouais. voir des amis, aller en ville, faire un resto avec des potes, ce genre de choses. Mais ma routine est plutôt simple, hein. J'ai pas de trucs exceptionnels. C'est un peu pareil tous les jours en vérité. Ouais. C'est quoi la différence que tu as vue entre la France et la Bulgarie? Toi qui vis là-bas depuis 3 ans. Ouais, bah déjà, c'est un pays qui est quand même très safe. Enfin, c'est assez ouf à quel point c'est safe. Il y a une bonne. Là, je reviens du Maroc. Le Maroc, c'est. Enfin, Marrakech, en tout cas, c'est très pollué. Là, je suis sorti de l'avion, j'ai respiré et j'ai vraiment pris du plaisir à respirer. Ouais. J'étais content de respirer, quoi. Une belle bouffée d'air frais. Et je me dis, putain, la Bulgarie, c'est tellement ouf quand même. Il y a beaucoup de nature ici, beaucoup de lacs, beaucoup de forêts. Un point qui est incroyable, c'est que dans les centres-villes, t'as beaucoup de parcs et t'as énormément de verdure. Les pays de l'Est, il y a vraiment de la nature, c'est incroyable. Pour avoir fait, tu vois, j'étais en Bulgarie, j'ai fait Budapest aussi, la Slovaquie, la Lituanie. Genre, tous ces pays-là, je trouve c'est. Déjà, t'as une culture de ouf, t'as une architecture et tout, tu manges trop bien. Et puis la nature, elle est dingue. Genre, ouais, Ouais. t'as des forêts, des lacs, c'est vraiment trop trop beau. Exactement. Donc c'est assez riche, j'aime beaucoup. Trop bien. Ouais, il y a beaucoup de Français aussi, ça reste un bon argument. Et en soi, vivre dans un pays de l'Est, ça me force à pratiquer mon anglais, à devenir fluent au fil du temps. Donc en Ouais. vérité, c'est un environnement qui me tire vers le haut, quoi. Et économiquement, c'est en croissance. Ils sont en train de refaire les routes. Enfin, on voit que, je sais pas, l'immobilier en Bulgarie, il a fait x2 en 5 ans, tu vois. C'est énorme. Pour te dire Ouais. à quel point ça va vite, je pense parier aujourd'hui sur la Bulgarie pour le très long terme, ça peut être un bon pari, quoi. Tout ce En qui- termes d'IMO, tu veux dire? C'est pas mon expertise, mais je sais qu'il y en a ici qui achètent de l'IMO pour plus tard. Ouais. Ça reste un super investissement. C'est un pays qui a de l'avenir. Il y a beaucoup de croissance qui vont venir, quoi. Niveau sécurité, c'est excellent. Après, à voir comment ça se développe, mais pour l'instant, ça va plutôt dans le bon sens, quoi. Ouais, trop bien. Tu te vois d'y rester longtemps ou pas? Franchement, je sais pas. J'en ai aucune idée. Là, pour Ok. l'instant, je peux voir rester ici fin d'année. Début d'année prochaine, why not? Mais l'année d'après, j'en sais rien. Et la Au question, c'est feeling. où aller, en fait, c'est surtout ça. Moi, ça me dérangerait Ouais. pas de partir, mais il faut que j'aille dans un meilleur endroit et ça reste difficile, quoi. Ouais.
Ouais, trouver mieux par rapport à toi, à tes centres d'intérêt. Ouais. Et là, je suis super bien placé. J'ai un appart full centre. Je paye mon loyer 700 € par mois. Ici, c'est énorme. La moyenne, c'est 300-400 € par mois, quoi. Donc, Ouais. c'est un peu comme si j'avais un appart sur les Champs-Élysées, tu vois, pour te donner la métaphore. C'est ouf. Donc, c'est pas cher. Je vis tout seul. Pour 700 balles par mois. Mon appart, il est grand. J'ai salle de sport en face de chez moi. Alors, je suis Ouais. hyper bien placé. Donc, c'est difficile de partir pour aller ailleurs alors que j'ai un endroit où il y a tout, en fait. Donc, Ça, je pense, compliqué. c'est tellement un game changer, un avantage quand t'es freelance. Le fait de pouvoir s'expatrier. Déjà, quand t'es en freelance, tu gagnes en moyenne 2 à 3 fois plus qu'un CDI. Et en plus, Ouais. tu peux t'expatrier dans un pays où le coût de la vie va être moins cher. Donc, tu auras tout simplement un meilleur pouvoir d'achat. Et ça, c'est trop fort. Mm. C'est insane le fait de pouvoir voyager comme ça. Il faut le vivre pour le comprendre. Ouais. Ouais, il faut le vivre. Il faut essayer. Mais genre, même partez, genre, peut-être t'es en mission freelance. Moi, je dis, dev que j'accompagne, genre, vas-y, mais pars 2 mois, tu vois. J'ai un dev qui est en Chine, là, qui est parti en Chine pendant quelques temps. J'en ai un autre qui est aux Philippines, tu vois. Et ils partent quelques temps, ils vont tester. Et au pire, s'ils aiment pas, ils rentrent en France. Puis sinon, let's go, hein. Soit ils restent là-bas, soit même ils vont tester l'autre pays. Je pense que c'est cool aussi quand t'es célib, parce que quand t'as une famille, des enfants, tu sais, il y a des freelances qui ont, je sais pas, 30-40 ans, qui ont une famille. Bien sûr, Donc là, c'est c'est plus un compliqué. autre univers, c'est un autre game, quoi. Ouais, c'est plus complexe, clairement. Je suis d'accord. Mais en tout cas, super cool pour l'épisode. Nicolas, je te remercie beaucoup pour le fait que tu sois venu. Ben, merci Bastien pour l'invitation. C'était hyper intéressant un sujet dont on a parlé. Donc très très chaud même d'en faire un autre si tu veux. Dans 6 mois, dans un an, on fera les petits updates de nos accompagnements, partager un peu les réussites des élèves. Et ouais, 100%. merci. Et dites-nous en commentaire ce que vous avez apprécié. Et si on doit refaire un épisode plus tard avec Nicolas, quels sont les sujets que vous souhaitez qu'on aborde? Ça peut être super intéressant d'avoir votre avis là-dessus, quoi.